Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 14 novembre 2025 et notre nouvel invité, Craig Mokhiber, est avec nous. Né en 1960, il est un ancien haut fonctionnaire américain des Nations Unies, chargé des droits de l'homme, ainsi qu'un spécialiste du droit, des politiques et des méthodologies internationales en matière de droits de l'homme. Bienvenue dans notre programme, Craig. Merci Nima, ravi d'être ici avec toi. Alors permettez-moi de commencer, Craig, par le cas de Gaza, par le cas de la Palestine. Nous savons qu'à la suite du soi-disant cessez-le-feu, le cessez-le-feu de Trump, comment voyez-vous la situation actuelle à Gaza? Pensez-vous qu'il y ait une quelconque pression exercée par les pays de la région sur les États-Unis et leur politique étrangère? Après tout, comment percevez-vous la situation actuelle à Gaza? Eh bien, je suis content que vous ayez dit prétendu cessez-le-feu. Parce que, vous savez, contrairement aux mensonges soigneusement scénarisés des politiciens, de leurs complices et des entreprises médiatiques qui les soutiennent, le génocide en Palestine n'a pas pris fin. Il n'y a pas de cessez-le-feu et il n'y a pas vraiment de processus de paix. Des centaines de Palestiniens à Gaza ont été tués par le régime israélien depuis que le prétendu cessez-le-feu a été déclaré il y a un mois. Des centaines d'autres ont été horriblement blessés. Des centaines de maisons et d'autres structures civiles ont été détruites par le régime israélien pendant cette période de prétendu cessez-le-feu. Des milliers de camions chargés de nourriture, de médicaments, d'abris et d'autres produits essentiels ont été bloqués par le régime. Et en réalité, il n'y a pas eu un seul jour, depuis le début de cette mascarade de cessez-le-feu, où Israël a cessé de tirer ou mis fin à son siège génocidaire de Gaza. Pas un seul jour. Et pourtant, vous savez, les politiciens américains et occidentaux, ainsi que les grandes entreprises médiatiques, continuent de propager ce qui est un mensonge destructeur. En même temps, je dois dire que les attaques génocidaires du régime israélien et les pogroms de colons en Cisjordanie non seulement se sont poursuivis sans relâche, mais se sont en fait intensifiés durant cette période. Ainsi, toute personne qui participe à cette mascarade de cessez-le-feu, soi-disant proclamée par Trump, à ce stade, est soit très naïve, soit volontairement complice d'une stratégie qui consiste clairement à prétendre qu'il y a un cessez-le-feu et un processus de paix. C'est une stratégie que les États-Unis et Israël utilisent pour dissimuler le génocide en cours, détourner l'attention du public pendant qu'ils consolident leur contrôle sur Gaza, normalisent le régime israélien et continuent de perpétrer le génocide. Cela continue encore aujourd'hui. Et vous savez, c'est comme on l'a dit à de très nombreuses reprises, le premier génocide diffusé en direct de l'histoire. Nous savons donc tous ce qui se passe sur le terrain. Nous savons qu'Israël a systématiquement détruit pratiquement toute la bande de Gaza. Il a commis des massacres, des enlèvements massifs, des actes de torture systématiques et vous savez, des tirs de sniper sur des tout petits Palestiniens pour le sport. La destruction de toutes les nécessités de la vie, le siège continu. Tout cela avec l'intention spécifique d'anéantir le peuple palestinien, d'abord à Gaza, puis finalement dans toute la Palestine historique. Cela n'a pas commencé en octobre 2023. Vous avez simplement vu une recrudescence du type de violence que le régime israélien inflige aux Palestiniens depuis des décennies. Et cela ne s'est pas terminé avec cette déclaration d'un soi-disant cessez-le-feu. Pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas très bien les Nations Unies, nous critiquons souvent la manière dont l'ONU essaie de gérer ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza. Mais selon vous, que peuvent-ils réellement faire? Nous avons cette initiative UCOT-Paix, Unité pour la paix. En quoi cela peut-il aider dans le cas d'Israël et de la Palestine?
Eh bien, vous savez, quand on parle des Nations Unies, il faut toujours préciser de quelles Nations Unies on parle. Une partie de l'ONU a très bien réagi face à ce génocide. Je parle ici, par exemple, des mécanismes indépendants des droits de l'homme de l'ONU, comme la rapporteuse spéciale Francesca Albanese, ou la Commission internationale d'enquête qui a confirmé qu'un génocide est en cours en Palestine. D'autres mécanismes onusiens de défense des droits de l'homme et des acteurs humanitaires ont travaillé dur et pris de grands risques pour apporter un certain soulagement au peuple palestinien. Et bien sûr, les employés de l'UNRWA, ce sont des employés de l'ONU, dont des centaines, rien que pendant ce génocide, ont été assassinés par le régime israélien. Des centaines d'autres grièvement blessés, beaucoup enlevés et torturés dans les geôles israéliennes. Ceux-là font également partie de l'ONU, et ils ont été tout simplement héroïques pendant le génocide. Mais le volet politique de l'organisation a échoué lamentablement. Et ici je parle du secrétaire général, de la haute direction politique de l'ONU, du haut-commissaire aux droits de l'homme et d'autres encore, qui non seulement ne se sont pas mobilisés pour s'opposer au génocide, mais n'ont même pas osé prononcer le nom du crime à voix haute. Au lieu de cela, lorsqu'on les interroge à ce sujet, ils répondent quelque chose comme « Eh bien, seul un tribunal peut déterminer s'il s'agit d'un génocide ». Une formule absurde inventée dans les couloirs du secrétariat pour éviter d'avoir à dire à voix haute qu'Israël commet un génocide, afin de ne pas subir ensuite la pression des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des groupes de lobbying pro-israéliens qui les harcèleraient sans relâche. Alors, ils fuient simplement la discussion. Et ce faisant, non seulement ils nient et abandonnent les victimes et les survivants du génocide en Palestine, mais ils abandonnent aussi les normes et les standards de l'organisation, de l'ONU, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les traités relatifs aux droits humains, les conclusions de la Cour internationale de justice, qui fait également partie de l'ONU. Ils rejettent tout cela pour ne pas avoir à subir les critiques des États-Unis, du Royaume-Uni, des Allemands, du lobby israélien et d'autres encore. Ils ont lamentablement failli à leur mission. Maintenant, lorsque vous vous rendez dans les organes intergouvernementaux, comme le Conseil de sécurité, que beaucoup de gens connaissent, ou l'Assemblée générale de l'ONU, c'est une autre histoire. Le Conseil de sécurité est un mécanisme archaïque, ancien, issu de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, dans lequel les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale disposent d'un droit de veto. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine possèdent tous ce droit de veto, ce qui signifie que si l'un d'entre eux n'est pas d'accord sur une décision, celle-ci est bloquée au Conseil de sécurité. Et c'est pourquoi, depuis 2 ans de génocide, on a vu le Conseil de sécurité ne rien faire du tout. Il n'a pas appelé à un cessez-le-feu. Il n'a pas mobilisé de protection pour les civils palestiniens. Il n'a pas tenu Israël pour responsable. Elle n'a ni imposé de sanctions, ni décrété d'embargo. Elle n'a même pas suspendu les accréditations du régime israélien alors qu'il assassine des membres du personnel des Nations Unies. Elle n'a absolument rien fait, car les États-Unis et franchement leurs alliés font tout leur possible pour empêcher le Conseil de sécurité d'agir. Cela vous laisse donc avec l'Assemblée générale de l'ONU. Et d'ailleurs, je devrais préciser que les États-Unis ont opposé leur veto à toute action tout au long de ce génocide, à 6 reprises. Au-delà de ce génocide, ils ont utilisé leur veto 50 fois, les 50 fois dans le but d'assurer l'impunité du régime israélien et de ses crimes au fil des années. Cela nous ramène donc à l'Assemblée générale. Or, l'Assemblée générale dispose d'une certaine liberté d'action. Il existe également une majorité mondiale qui soutient la Palestine. Une supermajorité, en réalité. En septembre 2024,
lorsque l'Assemblée générale a adopté une résolution historique entérinant essentiellement toutes les décisions de la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de l'occupation israélienne et les exigences faites à Israël de cesser ses attaques contre Gaza, tout en fixant un délai d'1 an pour qu'Israël s'y conforme. Cette résolution a été adoptée par environ 90% des États membres de l'ONU, malgré les objections des États-Unis, d'Israël et de quelques autres alliés extrêmes de ce régime. Mais ce délai a expiré en septembre de cette année, et rien n'a été fait pour que l'on tienne Israël pour responsable. Pourquoi? Parce que les alliés d'Israël à l'ONU se sont mobilisés pour créer une diversion afin d'empêcher qu'Israël ne soit tenu pour responsable, en adoptant d'abord une proposition franco-saoudienne appelée la Déclaration de New York. Celle-ci propose essentiellement la normalisation d'Israël même pendant son génocide, le déploiement d'une force d'occupation par procuration à Gaza pour contrôler non pas l'auteur du génocide, mais les victimes du génocide, et pour contraindre les Palestiniens à revenir à une situation où ils doivent négocier leurs droits avec leurs oppresseurs, plutôt que de voir ces droits garantis, comme l'affirme la Cour internationale de justice. Et puis, bien sûr, Donald Trump a présenté son propre plan, dans lequel il appelle essentiellement à une colonisation américaine du 19e siècle de Gaza au nom des Israéliens. Un déni supplémentaire du droit à l'autodétermination, un enfermement accru du peuple de Gaza, le désarmement de la résistance palestinienne et la poursuite de la normalisation du régime israélien. Et maintenant, ce qui se passe au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est que des diplomates favorables aux États-Unis et d'autres négocient pour tenter de combiner la proposition franco-saoudienne, qui est un plan colonial, avec la proposition américaine, qui est un pur plan colonial du 19e siècle, afin de mettre fin à tous ces appels à la responsabilité du régime israélien et de renforcer le contrôle sur le peuple palestinien. En d'autres termes, leur réponse au génocide a été de punir les victimes et de récompenser le coupable. Nous n'avons jamais vu cela dans l'histoire des Nations Unies auparavant. Nous espérons que cela n'arrivera pas. Maintenant, Nima, il y a une troisième voie qui a commencé même avant tous les développements que nous avons observés. Car, vous savez, pendant ces 2 années de génocide, Israël s'en est littéralement tiré après avoir commis des meurtres. Mais c'est aussi une période de 2 ans, durant laquelle Israël est jugé pour génocide devant la Cour internationale de justice. Ses dirigeants sont inculpés de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il a été reconnu coupable d'apartheid par la Cour internationale de justice. Et il a été condamné pour génocide et apartheid par toutes les grandes organisations internationales de défense des droits humains. Des organisations israéliennes, palestiniennes, l'Association internationale des spécialistes du génocide, ainsi que des juristes internationaux du monde entier. Il existe un consensus mondial selon lequel Israël perpètre l'apartheid et le génocide, et une exigence qu'il en soit tenu responsable. Et cette voie comprend un mouvement visant à amener l'Assemblée générale des Nations unies à contourner le veto américain au Conseil de sécurité en utilisant un ancien mécanisme appelé Union pour le maintien de la paix. L'Union pour le maintien de la paix est un mécanisme de l'Assemblée générale de l'ONU. Rappelez-vous que dans l'Assemblée générale, il n'y a pas de membre permanent du P5. Il n'y a pas de droit de veto. Il y a 193 pays et chaque pays dispose d'une voix. Ainsi, l'initiative S'unir pour la paix permettrait à l'Assemblée générale, la majorité mondiale, de décider de ce qui se passe sans être bloquée par le veto des États-Unis. En vertu de S'unir pour la paix, l'Assemblée générale pourrait rejeter les accréditations d'Israël, appeler à des sanctions, demander un embargo militaire, établir un mécanisme de responsabilité et réactiver les mécanismes anti-apartheid de l'ONU pour traiter de l'apartheid à l'intérieur d'Israël.
Et surtout, cela pourrait imposer la mise en place d'une force de protection des Nations Unies chargée de se rendre à Gaza pour protéger les civils palestiniens des attaques israéliennes, garantir la livraison de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, préserver les preuves des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Israël, et entamer le processus de reconstruction sans interférer avec la gouvernance ou les droits politiques palestiniens, simplement en veillant à ce que les civils soient protégés. Cette force pourrait être déployée selon un mécanisme fondé sur le consentement, c'est-à-dire avec l'accord des Palestiniens, et non imposé contre leur volonté comme une occupation par procuration. Ce processus est en cours, mais il a été ralenti par d'autres initiatives qui l'ont relégué au second plan. Il a également été freiné parce que son principal promoteur est le président Gustavo Petro de Colombie. Et dès qu'il a annoncé cela, il a été attaqué par les États-Unis, qui lui ont retiré son visa, l'ont menacé de sanctions et de tarifs douaniers, et ont même menacé de renverser son gouvernement. Il subit donc actuellement une forte pression de la part du gouvernement américain pour avoir osé s'opposer au génocide en Palestine. Mais l'idée reste vivante. Elle sera écrasée, me semble-t-il, si les États-Unis parviennent à faire en sorte que le Conseil de sécurité impose cette occupation coloniale de Gaza. Et alors, nous reviendrons exactement à la situation des 80 dernières années. L'occupation, la dépossession, le déni de l'autodétermination et la persécution du peuple palestinien. Tandis qu'ils seront contraints de mendier leurs droits avec, pour seule promesse, celle d'un Bantoustan quelque part sur la route. Et les autres, vous savez, au sein du Conseil de sécurité. Je pense que le seul pays qui ne veut pas de la solution à deux États, c'est les États-Unis. Ou bien le Royaume-Uni et la France ont-ils la même position? Comment voyez-vous la combinaison au sein du Conseil de sécurité? Nous avons la Chine et la Russie. Toutes deux, il me semble, reconnaissent la solution à deux États. Et les trois autres pays occidentaux, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qu'en est-il d'eux? Quelle est leur position après coup, ou alors que le génocide se poursuit à Gaza? Eh bien, je veux dire, c'est bien de le présenter ainsi, parce que si l'on regarde cela à travers le prisme du génocide à Gaza, les États-Unis font partie des P5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. On les appelle les P5. Ils disposent du droit de veto. Ils sont co-auteurs du génocide en Palestine. Ils ne font pas que, vous savez, y contribuer. Ils y participent en réalité, sous les administrations démocrates comme républicaines, avec enthousiasme. Ils fournissent la majorité des armes et de l'argent nécessaires, ainsi que la couverture diplomatique, le renseignement et la diffusion de la propagande génocidaire au nom du régime israélien. Tout cela vient du gouvernement des États-Unis qui participe avec enthousiasme au génocide. Ils en sont donc co-auteurs. C'est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité. Ensuite, il y a les Britanniques et les Français. Ils ont été complices du génocide. Et la complicité dans un génocide constitue un crime spécifique en droit international, codifié par la Convention sur le génocide. C'est un crime en soi. Le Royaume-Uni et la France ont tous deux utilisé leurs ressources, leur puissance, leur capacité militaire, les armes qu'ils produisent, leurs services de renseignement et leur rôle diplomatique pour soutenir Israël dans la perpétration du génocide. Ils sont complices du génocide. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas de reddition de comptes, car cette responsabilité s'étendrait également à eux. Ensuite, il y a la Russie et la Chine. La Russie a un profil très intéressant, car elle entretient des relations très étroites avec Israël, mais elle s'aligne aussi souvent sur le Sud global, qui pour la plupart soutient la Palestine. Et la Chine, de manière similaire, est très alignée avec le G67, le Sud global.
La Russie et la Chine se préoccupent toutes deux de ce que veulent les représentants de l'État de Palestine dans cette situation. Ainsi, le rôle qu'elle joue actuellement au Conseil de sécurité consiste à insister pour que toute résolution adoptée reflète la volonté de l'État de Palestine, qu'elle n'impose pas une occupation coloniale américaine sur la bande de Gaza. Le plan de Donald Trump inclut quelque chose qu'ils appellent le Conseil de la paix, un mécanisme colonial dirigé par Donald Trump lui-même, avec Tony Blair, célèbre pour ses crimes de guerre en Irak, qui contrôlerait et dominerait la population de Gaza. Et la Chine et la Russie disent « Non, si vous voulez envoyer une force de stabilisation, nous pourrions peut-être soutenir cela, mais nous ne soutiendrons pas cette partie-là. » Maintenant, vont-elles rester fermes? Nous l'espérons. Nous espérons qu'elles opposeront leur veto à toute tentative en ce sens. Car ce que Trump, les Français, le Royaume-Uni et d'autres essaient de faire, c'est d'obtenir un sceau d'approbation de l'ONU. En réalité, de légaliser ce qui est une appropriation coloniale illégale à Gaza, une violation illégale du droit international en punissant les victimes d'un génocide et en récompensant les auteurs d'un génocide. S'ils parviennent à faire apposer le sceau de l'ONU par le Conseil de sécurité, ils estimeront alors avoir légitimé leur entreprise criminelle. L'espoir est donc que la Russie et la Chine resteront fermes et ne permettront pas que cela se produise. Trump pourrait de toute façon aller de l'avant et le faire par la force des armes, ce qui est son modus operandi. Mais au moins, cela n'aura pas été légitimé par un tampon de l'ONU. Je crois que si le Conseil de sécurité de l'ONU laisse passer cette résolution et accorde un sceau d'approbation onusien à la poursuite de la colonisation et de l'oppression du peuple palestinien, ce sera le dernier clou dans le cercueil de la légitimité de l'ONU, des Nations Unies. Et ce serait, je pense, un prix très élevé à payer. Nous espérons donc que cela n'arrivera pas. Maintenant, s'il y a un veto, cela offre une opportunité à l'Assemblée générale de faire ce dont j'ai parlé plus tôt, de se réunir dans le cadre du mécanisme uni pour la paix et d'adopter une véritable force de protection pour les civils palestiniens, ainsi que de réelles mesures de responsabilité pour le régime israélien. Israël est né grâce aux Nations Unies. Ce sont elles qui l'ont rédigé, vous savez, pour l'État d'Israël. Mais alors, y a-t-il des discussions à l'ONU, vous savez, sur ce qui se passe avec l'État d'Israël, qui est le seul pays au monde sans frontières? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que chaque fois que l'on parle d'une solution à deux États, il faut se demander quelles sont les frontières d'Israël, n'est-ce pas? Car en ce moment, regardez la Cisjordanie. Comme vous l'avez mentionné, la situation en Cisjordanie n'est guère meilleure qu'à Gaza. Et si vous regardez la carte, vous voyez certains points indiqués comme la Cisjordanie, mais ce n'est pas vraiment la Cisjordanie. Les colons ont occupé toute la Cisjordanie. Comment peut-on encore défendre une solution à deux États? Parce que lorsque nous parlons d'une solution à deux États, il faut comprendre le concept qui la sous-tend. Est-ce même possible, selon vous, étant donné qu'Israël n'a pas défini ses frontières? Dans le sud de la Syrie, ils s'étendent au-delà du plateau du Golan. Je suppose qu'une fois qu'ils en auront fini avec le Liban et la Syrie, ils se tourneront vers la Jordanie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est selon vous la finalité? Et comment les peuples et les pays de la région peuvent-ils mieux comprendre la situation avec Israël? Eh bien, le but ultime est ce que les penseurs sionistes appellent le projet du Grand Israël, c'est-à-dire, vous savez, du Nil à l'Euphrate, pour reprendre l'expression utilisée tout au long de l'histoire. Vous savez, Israël déjà, commençons par le plan de partage que vous avez mentionné. Tout d'abord, l'Assemblée générale des Nations unies n'a aucune autorité pour partager un pays contre la volonté de ses habitants. Et en 1947, lorsqu'elle a publié un plan de partage pour la Palestine,
comme on l'appelait alors, il a été rejeté par le peuple autochtone, les Palestiniens. Il a été accepté par la direction des colonisateurs, sans surprise, puisqu'ils avaient œuvré pour que cela se produise. Mais même ce partage illégal de la Palestine, en 1947, n'incluait pas ce que les gens appellent aujourd'hui Israël. C'était une répartition des terres bien plus restreinte. C'était déjà injuste, car cela attribuait la majeure partie des terres à la minorité, c'est-à-dire aux colons, et cela retirait la plupart des terres au peuple autochtone, les Palestiniens. Mais même à ce moment-là, on parlait d'un État israélien beaucoup plus restreint que celui qui a fini par exister. En 1947 et 1948, pendant la Nakba, la catastrophe, le premier grand génocide du peuple palestinien par les Israéliens, ils ont utilisé cet événement pour étendre leur contrôle territorial jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui comme les frontières de 1967. Ainsi, la première attribution de terre par le biais du plan de partage de l'ONU était illégale. Ils ont ensuite eu recours à la force pour s'emparer de davantage de terres en 1947 et 1948. Et rappelons-le, l'acquisition de territoire par la force constitue une violation non seulement du droit international, mais aussi des règles dites, pardonnez ces termes, jus cogens et erga omnes, qui représentent les normes suprêmes et impératives du droit international. On ne peut pas acquérir un territoire par la force. C'est ainsi qu'Israël a pris une grande partie des terres s'étendant jusqu'aux frontières de 1967. Et bien sûr, en 1967, ils ont ensuite pris le reste de la Palestine en occupant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ainsi, l'expansion est allée jusque-là, et vous savez, aujourd'hui, de facto, il existe un seul État, un seul régime, qui gouverne toute la Palestine historique, de la Méditerranée au Jourdain, et c'est le régime israélien. Ils ont créé une situation dans laquelle une solution à deux États est impossible, ce qu'ils appellent créer des faits sur le terrain. Pendant que tout le monde négocie et parle de droit, ils créent simplement une réalité sur le terrain qui est irréversible. Donc maintenant, si vous regardez une carte de la Cisjordanie, vous verrez que Israël en contrôle la majeure partie. Et il y a de petites zones de communautés palestiniennes entourées par d'immenses colonies de colons israéliens qui pourraient servir à créer quelques bantoustans, quelque part sur la route, mais pas un État. Et Gaza, bien sûr, est entièrement contrôlé et occupé par les Israéliens. C'était déjà le cas avant que le génocide ne s'intensifie en octobre 2023. Et c'est certainement encore plus vrai aujourd'hui, avec des troupes au sol partout dans Gaza. Donc, cela n'existe pas. Ensuite, on voit que nous sommes passés d'un plan de partition illégale à une attribution de terre qui s'est étendue en 1948 et en 1967. Et cela inclut aussi, comme vous le dites, l'occupation de territoires en Syrie, non seulement le Golan syrien, mais presque jusqu'à la capitale Damas, l'occupation de territoires dans le sud du Liban, et bien qu'au sens strict, elle n'occupe pas d'autres parties du Moyen-Orient, elle y a régulièrement exercé la force militaire de manière à les dominer. Alors, vous savez, Israël a mené des actes d'agression contre le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran et le Yémen. Simplement, vous savez, des actes d'agression en série, bombardant à volonté. Cela ne fait même plus la une des journaux. Il bombarde ces pays si fréquemment. Ainsi, il a étendu encore davantage sa domination à travers l'Asie occidentale. Et je dirais qu'il s'est également étendu au-delà de l'Asie occidentale. Vous savez, je vis aux États-Unis, et ici, à la demande de ce régime étranger oppressif, Israël, mon propre gouvernement, opprime les personnes dans ce pays qui osent critiquer le régime israélien. Et nous avons vu la même chose au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, à travers le monde occidental. Oui, le projet du Grand Israël est quelque chose que l'idéologie extrême, l'idéologie d'État du sionisme, à l'intérieur d'Israël et parmi ses partisans à l'étranger,
a travaillé dur à concrétiser. Et ils se réjouissent maintenant d'avoir l'Empire américain à leur côté pour y parvenir, et rien ne semble se dresser sur leur chemin, y compris de nombreux gouvernements de la région qui se contentent de se plier à Washington et à Israël face à ces abus lorsqu'ils se produisent. Il ne reste donc plus rien de la solution à deux États. J'ai toujours soutenu que la seule solution viable, et c'est intéressant, c'est qu'à l'ONU et dans les gouvernements occidentaux, on répète sans cesse ce mantra « il n'y a pas d'alternative à la solution à deux États ». Eh bien, c'est un mensonge à plusieurs niveaux. Il pourrait y avoir un État, deux États, trois États, quatre États. Donc même logiquement, cela n'a aucun sens. Il ne reste plus de terre pour une solution à deux États en Cisjordanie et à Gaza qui soit durable ou adéquate. Et d'ailleurs, même si l'on avait une forme de solution à deux États, cela ne traiterait pas des droits des Palestiniens à l'intérieur de la ligne verte, à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Des personnes qui ont le droit de retourner dans les maisons qui leur ont été volées, qui ont droit à une compensation et qui ont le droit d'y vivre en tant que citoyens égaux. C'est impossible sous un régime sioniste, qui est un régime ethno-suprémaciste et qui ne pourra jamais accorder l'égalité des droits aux Palestiniens, au peuple autochtone. Oui. Comment voyez-vous le rôle des pays musulmans dans leur ensemble? Je parle des États arabes, de la Turquie, de l'Iran. Ont-ils une quelconque influence sur ce qui se passe à l'échelle internationale concernant la situation en Israël, à Gaza et en Palestine? Eh bien, ils pourraient avoir de l'influence s'ils agissaient de manière fondée sur des principes. Le problème, c'est que, malgré tout le soutien rhétorique que les pays musulmans et arabes ont apporté au peuple palestinien, beaucoup d'entre eux n'ont même pas cessé leur coopération avec le régime israélien. En fait, la Cour internationale de justice a statué qu'ils devaient le faire. Et pourtant, ils continuent de fournir des éléments qui soutiennent le génocide d'Israël, son occupation, son apartheid, tout, du carburant aux pièces de machines, en passant par les composants d'armes et les technologies. Vous pouvez tout imaginer. Et ils continuent d'acheter des produits au régime, renforçant ainsi son économie. Et même certains pays de la région ont coopéré avec les États-Unis et Israël dans la défense d'Israël pendant le génocide, tandis que d'autres États ont tenté d'intervenir pour tenir Israël responsable ou pour l'éloigner de ses activités génocidaires à Gaza. Il y a donc beaucoup de soutien rhétorique, mais on constate que nombre de ces pays sont plus qu'heureux de s'associer au plan néfaste des États-Unis et des Français. La proposition française, appelée la proposition franco-saoudienne parce qu'elle était coprésidée par la France et l'Arabie saoudite, relève du pur colonialisme. C'est un déni complet, non seulement de la souffrance du peuple palestinien, mais aussi de ses droits tels qu'ils sont codifiés dans le droit international. Donc, je dirais à ces pays, oui, par tous les moyens, continuez votre soutien rhétorique, votez avec la Palestine aux Nations Unies, et ainsi de suite. Mais cela ne veut rien dire si vous continuez à apporter un soutien matériel à l'État d'Israël alors qu'il commet tous ces crimes. Il devrait déjà y avoir un boycott universel de l'économie israélienne, ainsi que de la culture et du sport israélien. Il devrait également y avoir un embargo militaire universel contre Israël. Le régime doit être isolé comme le régime sud-africain l'a été sous l'apartheid. Le monde s'est uni, mené par le Sud global, pour s'assurer que ce régime soit coupé du reste du monde et ne puisse pas poursuivre sa colonisation. Et ils n'ont pas abandonné cela au nom d'une solution à deux États. Même si le régime sud-africain avait proposé des Bantoustans aux Sud-Africains noirs, personne n'a dit « D'accord, c'est une solution à deux États, c'est la seule solution ». Ils sont restés fidèles au principe de la libération africaine, de la liberté et de l'égalité pour tous ceux qui y vivaient, jusqu'à la chute de l'apartheid.
Et la même chose pourrait être faite aujourd'hui, en commençant par les pays musulmans et arabes, puis en s'étendant au sud global et au-delà. On pourrait instaurer une solidarité aux Nations Unies pour isoler ce régime, lui imposer des sanctions, un embargo militaire, le retirer de l'Assemblée générale des Nations Unies en refusant ses accréditations, en s'organisant contre l'apartheid et les abus du régime. Ce type de solidarité mondiale pourrait changer le cours de l'histoire. Nous l'avons vu dans les années 1960 et 1970, lorsque les membres nouvellement décolonisés du Sud global ont rejoint les Nations Unies et s'en sont servis comme d'un outil de décolonisation, d'autodétermination, d'anticolonialisme et de lutte contre l'apartheid. La même chose pourrait se produire aujourd'hui. Et si nous avions un leadership, un principe dans les pays musulmans et arabes du monde entier. Beaucoup de personnes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des États-Unis, estiment que votre pays est le plus puissant au monde et qu'il a la capacité de faire pression sur Israël. Pensez-vous qu'il se passe quelque chose aux États-Unis qui pourrait influencer sa politique étrangère envers Israël et le Moyen-Orient? Eh bien, tout d'abord, il est vrai que les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante du monde et jusqu'à présent, l'économie la plus puissante du monde. Mais si l'on prend du recul, on se rend compte que le moment unipolaire de l'Empire américain est en train de s'estomper. Cela n'a jamais été quelque chose de durable à long terme. Je pense que bon nombre des convulsions violentes que l'on observe aux États-Unis proviennent précisément du fait que l'Empire commence à se déliter. On voit émerger un monde multipolaire, des démarches de dédollarisation et des efforts pour acquérir une indépendance économique vis-à-vis de la domination américaine. On voit également apparaître des groupes dotés de politiques étrangères indépendantes, comme le groupe des BRICS. Vous voyez les BRICS émerger, le Forum de coopération de Shanghai. Ainsi, ce moment unipolaire de l'Empire américain commence à se déliter. Pourtant, les États-Unis restent la puissance la plus forte. Ils dépensent $1 billion par an pour leur armée et envoient des milliards à Israël afin de maintenir son impunité en Asie occidentale. C'est donc encore une force avec laquelle il faut compter. Et vous savez, quand on dit que les États-Unis pourraient faire pression sur Israël, oui, ils le pourraient, mais ils ne le feront pas. Ils n'exerceront jamais de pression significative, car malgré tout le discours sur la démocratie, les États-Unis sont une oligarchie. C'est un pays dirigé par des intérêts très riches et puissants. Et si vous examinez les politiques adoptées par le pays, en particulier la politique étrangère, mais aussi la politique intérieure, d'un côté, et ce que veulent les citoyens du pays par rapport à ce que veulent les oligarques, les entreprises, les milliardaires et les lobbies, vous pouvez voir très clairement à qui appartient le gouvernement des États-Unis. Et ce n'est pas au peuple. La plupart des gens aux États-Unis sont consternés par le régime israélien et veulent défendre le peuple palestinien. Cela commence à modifier les dynamiques politiques internes de ce pays pour la première fois depuis longtemps. Car vous savez, dans les deux partis politiques, il y a désormais une majorité de soi-disant démocrates qui veulent qu'Israël soit tenu pour responsable et que les Palestiniens soient défendus. Et il existe même une minorité républicaine croissante. Et rappelons que les républicains aux États-Unis constituent un parti d'extrême droite, très à droite. Mais même une minorité croissante de républicains insiste sur la même chose. C'est un changement très fondamental. Et je pense que cela s'est produit parce que ce n'est pas seulement une question concernant les Israéliens. Au sein du gouvernement américain, il y a des personnes absolument dévouées au régime israélien, parfois même plus qu'à leur propre pays. Des personnes qui adoptent ce point de vue pour des raisons de sionisme chrétien évangélique. Des personnes qui sont sionistes.
des néoconservateurs impérialistes qui considèrent qu'Israël joue un rôle important dans leur approche du reste du monde, et des personnes qui gagnent beaucoup d'argent grâce à la relation militaire et technologique entre les États-Unis et Israël. Et ce sont des personnes qui font partie du gouvernement, de l'industrie, de la classe dirigeante des États-Unis et qui sont attachées au maintien du régime israélien tel qu'il est. Donc, vous n'aurez pas de gouvernement américain, démocrate ou républicain, de sitôt qui considérera Israël comme un adversaire qu'il faut contrôler ou freiner. Peut-être qu'ici ou là, lorsqu'ils commettent leur génocide, on leur demandera de le ralentir un peu. Il n'est pas nécessaire de l'arrêter, mais rien de plus significatif que cela ne se produira. Mais à long terme, si la trajectoire se poursuit et que la politique intérieure américaine évolue, je pense que l'on commencera à voir apparaître certains de ces changements. Nous n'en sommes pas encore là, mais je pense qu'à long terme, cela se produira. Je vais dire encore une chose à ce sujet, Nima, car les relais d'Israël dans ce pays, des milliardaires, des entreprises pro-israéliennes, certains oligarques et des personnes au sein du gouvernement ont compris qu'ils ne pouvaient plus contrôler le récit aux États-Unis. Les gens ne dépendent plus de CNN, Fox News, CBS ou du New York Times, tous ces médias pro-israéliens, pour s'informer. Ils peuvent désormais obtenir l'information par les médias alternatifs, les réseaux sociaux, des émissions comme la tienne. Ils peuvent la recevoir directement sur leur téléphone et savoir exactement ce qui se passe. La machine israélienne ne peut plus contrôler le récit aux États-Unis, et les gens, voyant de leurs propres yeux, se sont dit « Attendez une minute, ce n'est pas quelque chose que je soutiens. » Alors ce qu'ils font maintenant, au lieu d'essayer de convaincre les gens, c'est qu'ils essayent d'utiliser la force. Ils réduisent les gens au silence. Ils criminalisent les personnes qui s'expriment contre le génocide. Ils les qualifient de partisans du terrorisme et d'antisémites, puis engagent des poursuites judiciaires contre elles. Ils expulsent des gens. Ils lâchent la police sur les étudiants qui protestent contre un génocide. Ils expulsent, suspendent, arrêtent, déportent et frappent des personnes pour avoir pris la parole contre cela. Ils essayent de faire adopter des lois interdisant le boycott, le désinvestissement et les sanctions, alors même que cela est garanti par la Constitution américaine. Ils rachètent des entreprises médiatiques, essayant de s'assurer qu'ils peuvent même, enfin, vous savez, des entreprises de médias sociaux comme TikTok, reprises par des intermédiaires israéliens, et ainsi de suite. Ils essayent donc d'utiliser la force maintenant, d'une manière qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser auparavant. Et c'est assurément un signe de brutalité. Certaines personnes seront intimidées, mais surtout, c'est le signe qu'ils sont en train de perdre. Et ils savent qu'ils perdent. Le monde est en train de changer. Nous avons, à mon avis, deux mouvements puissants aux États-Unis. L'un se situe à gauche, les progressistes, les personnes qui votent habituellement pour les démocrates. Ils ont décidé de se retirer du Parti démocrate. Ils veulent autre chose pour lequel voter. Mais l'autre voix grandissante aux États-Unis se trouve au sein du mouvement MAGA, à l'intérieur du Parti républicain. Ce sont des personnes que nous ne connaissions pas très bien auparavant. Elles n'étaient pas très vocales à propos de ce qui se passe, notamment au Moyen-Orient et dans le cas d'Israël. Comment voyez-vous ces deux forces se rejoindre? Ou peut-être, car lorsqu'il s'agit de politique étrangère et du type de soutien que les États-Unis apportent à Israël, ces personnes pourraient s'unir. Ne pensez-vous pas que cela influencerait énormément le système politique des États-Unis, qui repose essentiellement sur deux partis, républicains et démocrates? Et regardez ce qui s'est passé avec l'administration Trump. Donald Trump n'est pas vraiment un républicain. C'est un outsider. Le tournant décisif de sa carrière a été la manière dont il a parlé de la guerre en Irak.
Il a dit qu'il était complètement opposé à la guerre en Irak. Et maintenant, on voit ce nouveau phénomène à New York avec Mamdani. The new phenomenon in New York with the Mamdani. He was the only candidate who didn't. C'était le seul candidat qui n'a pas, lorsqu'on leur a demandé « Où allez-vous le lendemain de votre élection comme maire de New York ?» C'était le seul à avoir répondu « Je vais rester à New York ». Vous savez, les gens comprennent ce genre d'argument. C'est pour cela qu'ils obtiennent des voix, parce qu'ils perçoivent quelque chose de différent, une alternative à ce qui se passe avec le statu quo. Et comment cela va-t-il, vous savez, tout cela ensemble, comment cela va-t-il influencer l'avenir du système politique des États-Unis? Ce qui est important, à mon avis, pour la cause des Palestiniens. Oui, je pense que c'est déjà en train de se produire. Et Mamdani, par exemple, c'est très intéressant. Vous savez, New York est à bien des égards le centre mondial du soutien à Israël. Traditionnellement, c'est aussi le siège de Wall Street. C'est également le foyer de ce qui est probablement le lobby immobilier le plus puissant au monde. Et c'est un endroit où le lobby pro-israélien est profondément enraciné. C'est aussi le lieu de résidence d'un nombre disproportionné de milliardaires liés à la classe oligarchique qui soutient Israël. Et pourtant, Zoran Mamdani a remporté l'élection municipale avec la plus forte participation de l'histoire récente. Non pas malgré sa franchise à propos de la Palestine et d'Israël, mais en partie grâce à elle. Parce que voyez-vous, un nombre important de personnes sont tout simplement horrifiées par ce qu'est Israël et par ce qu'Israël fait. Un autre groupe important est écœuré par le contrôle exercé par Israël sur les politiciens et les processus politiques américains. Ils se sont dit, c'est vraiment rafraîchissant, ce type est en train d'être élu maire de New York, et on essaye de le forcer à dire qu'il se concentrera sur ce régime étranger. Et lui répond, non, mon travail c'est de me concentrer sur New York. C'est ici que je vais être. Je n'irai pas visiter Israël. Ou encore, on a tenté de le contraindre à soutenir un État ethno-nationaliste en Israël, et il a dit non, je crois en un État où tout le monde a des droits égaux. Et les gens disent, eh bien, on ne peut pas gagner une élection aux États-Unis. Non seulement il a gagné en partie à cause de cela, et à New York, de tous les endroits du monde, parce que c'est ce que le peuple voulait, et avec une marge significative contre l'un des démocrates les plus en vue, issu d'une famille démocrate influente de New York. Et tu as raison de dire qu'il y a une convergence croissante entre la gauche et la droite aux États-Unis. Comme je l'ai dit, le Parti démocrate est désormais majoritairement favorable à la cause palestinienne et opposé au projet israélien. Mais de plus en plus, non seulement dans le Parti républicain, mais aussi dans le mouvement MAGA de Donald Trump, on trouve des figures de proue comme Tucker Carlson, Dave Smith, Marjorie Taylor Greene et Candace Owens. Ce sont les faiseurs d'opinion du mouvement MAGA qui, pour des raisons purement morales, sont horrifiés par ce qu'est Israël et par ce qu'Israël fait. Et ils disent, « Pourquoi me dites-vous que nous devons soutenir cette horreur alors qu'elle va à l'encontre de toutes mes valeurs personnelles? » Et pour des raisons politiques, parce qu'ils font partie d'un mouvement appelé America First, ils disent que cela signifie qu'ils veulent que la politique des États-Unis, le gouvernement des États-Unis et l'argent des États-Unis se concentrent d'abord sur le peuple américain. Pourquoi envoyons-nous 6 milliards de dollars par an? Dépensons-nous tout notre capital politique et compromettons-nous tout ce qui devrait être dans l'intérêt du peuple américain au profit de ce régime étranger oppressif appelé Israël? Ce n'est pas America First, c'est Israel First. Ils sont écœurés de voir des politiciens se prosterner devant un régime étranger plutôt que d'agir soit par principe, soit, à tout le moins, dans l'intérêt de leur propre peuple. Le peuple qu'ils ont été élus pour servir. Pour toutes ces raisons,
on voit de plus en plus certaines des voix les plus influentes de la droite américaine s'accorder avec les voix les plus influentes de la gauche américaine sur le fait que cette politique doit changer. Et je pense qu'une grande partie de cela vient du fait que les gens sont choqués par la mainmise du lobby israélien sur la politique et les institutions américaines, ainsi que par les milliardaires et les entreprises qui lui sont associées et qui travaillent très dur pour que ce gouvernement serve non pas les intérêts du peuple américain, mais ceux de ce petit régime étranger oppressif appelé Israël. Et à gauche comme à droite, les gens en ont vraiment assez de cela. Craig, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, a été élu aux États-Unis, ils ont dit « Nous allons aller en mer Rouge. Nous allons frapper les Houthis, les Yéménites, d'une manière que l'administration Biden n'a pas pu faire. Et cette fois, ce serait différent. Nous allons leur montrer. Ils sont allés en mer Rouge, mais ils n'ont rien pu faire. » Et ensuite, comme l'a dit Donald Trump, ils ont capitulé. Les Houthis ont capitulé. Mais les États-Unis ont décidé qu'ils ne pouvaient rien faire en mer Rouge, alors ils se sont retirés. Maintenant, avec la guerre entre l'Iran et Israël, Israël considère vraiment l'Iran comme l'épine dorsale de la résistance, car il voit des missiles iraniens partir vers le Yémen, il voit l'Iran soutenir le Hezbollah au Liban, et le gouvernement en Syrie, avant la chute d'Assad, était soutenu par l'Iran. Et ils pensaient que s'ils entraient en Iran et y provoquaient un changement de régime, cela ferait s'effondrer toute la résistance. Cela pourrait les aider à résoudre la question palestinienne et à concrétiser l'idée du Grand Israël, comme vous l'avez mentionné. Mais aucun de ces plans n'a fonctionné jusqu'à présent pour Israël. Et je ne sais pas combien de temps les États-Unis veulent continuer à soutenir Israël dans la région. Voyez-vous un réel avantage à ce soutien à long terme envers Israël? Vous savez, nous avons eu l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, qui a qualifié l'État d'Israël d'État d'apartheid. Et ce n'est pas si étrange d'appeler Israël un régime d'apartheid. Ils le comprennent. L'élite politique aux États-Unis comprend la réalité d'Israël. Alors, comment voyez-vous cela? Est-ce simplement une question d'oligarques décidant de ces politiques sans que les États-Unis ne tirent réellement profit de ce qui se passe au Moyen-Orient? Je le pense, oui. Si vous examinez la politique étrangère des États-Unis, en particulier la politique américaine dans son ensemble, y compris la politique intérieure, mais surtout la politique étrangère, vous verrez qu'elle agit souvent d'une manière qui ne sert pas les intérêts du peuple américain. Elle sert souvent les intérêts des oligarques, car la guerre et la conquête sont de grandes affaires. C'est un secteur très lucratif, évidemment, pour les fabricants d'armes et les compagnies énergétiques, mais surtout de nos jours pour les entreprises technologiques. La Silicon Valley fait autant partie de ce système que les sociétés parasites de la ceinture de Washington qui travaillent pour l'industrie de la défense, ainsi que les barons voleurs de Wall Street à New York. Ils en font tout autant partie, car leurs intérêts personnels et leurs richesses sont étroitement liés à la position belliqueuse des États-Unis. Vous savez, comment est-il logique que les États-Unis agissent de manière aussi servile envers le régime israélien, au risque de compromettre de meilleures relations avec l'ensemble du monde arabe et musulman? Et il faut nuancer cela, car beaucoup de ces gouvernements du monde arabe ne sont que des régimes subordonnés, des États clients des États-Unis, qui suivent ces ordres concernant Israël, quelle que soit la rhétorique qu'ils affichent. Bien sûr, les exceptions à cela sont l'Iran et Ansar Allah au Yémen. Et l'exception à cela, c'est le Hezbollah au Liban. Vous savez, dans le monde entier, ce sont seulement ces trois forces qui ont réellement pris des risques personnels, fait des investissements personnels, se sont mis en danger, ont dépensé leurs propres ressources et se sont engagés concrètement pour s'opposer au génocide alors qu'il se déroulait à Gaza.
Ni l'Égypte, ni la Jordanie, ni l'Irak, ni l'Arabie saoudite, ou les Émirats, ni personne d'autre, ni le Maroc. Beaucoup de ces États sont liés à l'Empire américain et aux Israéliens, mais il n'y a eu que ces pays-là. Et vous savez, chacun d'eux a eu un impact sérieux sur cette situation. Par exemple, vous avez mentionné les Houthis, Ansar Allah, au Yémen. Vous savez, leur blocus en mer Rouge a conduit à la faillite du port israélien d'Eilat, littéralement à sa faillite. Il a interrompu l'acheminement des approvisionnements destinés à soutenir le régime génocidaire pendant la perpétration du génocide. J'ai écrit que, ce faisant, il se conformait en réalité aux exigences du droit international, selon lequel tous les États ont l'obligation d'agir lorsqu'ils en ont le pouvoir, pour tenter d'empêcher qu'un génocide ne se produise. Ce qu'ils faisaient était donc parfaitement juste et, à mon sens, légal lorsqu'ils l'ont fait. Ils ont été impitoyablement bombardés pour cela par les États-Unis et le Royaume-Uni, avec la complicité de certains voisins de la région. Mais ces bombardements impitoyables ne les ont pas fait capituler. Ils sont restés fermes. Oui, ils ont conclu un accord, mais cet accord concernait la navigation américaine. Ce n'était pas à propos des Israéliens, donc ils sont restés fermes. Et c'est la même chose avec l'Iran, je pense. Je ne crois pas que ce soit terminé. Je pense qu'Israël et les États-Unis continuent de planifier les prochaines frappes contre l'Iran. Ils nourrissent encore le rêve d'un changement de régime, un rêve qui se transformera très vite en cauchemar pour eux. Je n'ai aucun doute que cela ne réussira pas. Et ce ne sera pas une promenade de santé, comme l'a prouvé la dernière confrontation, lorsque ce sont les Israéliens eux-mêmes qui ont fini par chercher un cessez-le-feu, car ils ne peuvent pas soutenir un conflit prolongé. Ils ont l'habitude de mener des guerres sur le territoire des autres, d'attaquer des civils pour forcer la reddition. Ils ne sont pas habitués à un affrontement réciproque avec une autre puissance militaire, qui inclut aussi un champ de bataille sur leur propre territoire. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils pourraient soutenir. Ils espèrent un investissement plus important de la part des États-Unis la prochaine fois. Un investissement qui leur permettrait de provoquer encore plus de destruction massive en Iran au nom du régime israélien. Rappelez-vous, c'est une question israélienne, un rêve que Netanyahou et ses collègues poursuivent depuis des décennies, essayant d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre l'Iran seuls. Mais je ne pense pas qu'ils vont réussir. Au contraire, je pense qu'ils vont ouvrir une boîte de Pandore qu'ils finiront par regretter. Mais oui, pour répondre à votre question, il y a beaucoup d'intérêt aux États-Unis qui seraient plus qu'heureux de voir un autre Iran. Tout comme ils ont énormément profité de l'agression américaine au Vietnam, en Irak, en Syrie et en Libye. Je veux dire, c'est leur gagne-pain. Ce sont littéralement des marchands de mort. Et c'est un commerce qui a toujours été très rentable. Et maintenant, avec la dimension technologique de tout cela, c'est devenu encore plus lucratif. Nous avons dans ce pays un gouvernement qui les sert, pas nous, pas les voies de la paix. Et, soit dit en passant, nous avons un ensemble de groupes médiatiques complices, liés à la fois financièrement et idéologiquement à la cause de la guerre en Asie occidentale. Ils veilleront, comme ils l'ont fait avec l'Irak, à fabriquer le consentement pour l'agression et même le génocide, car dans leur esprit, c'est dans leur intérêt de le faire. Avant de conclure, Craig, comment voyez-vous la possibilité de modifier la structure du Conseil de sécurité de l'ONU? Peut-être en y ajoutant l'Inde ou d'autres pays importants, afin de créer un meilleur équilibre. Vous avez mentionné que le Royaume-Uni, les États-Unis et la France soutiennent Israël. Qu'en est-il donc des autres pays? Comme vous l'avez dit, nous avons l'Assemblée générale avec toutes ces nations réunies, mais qu'en est-il de la structure du Conseil de sécurité de l'ONU, qui, à mon sens, est bien plus importante,
lorsqu'il s'agit de ces questions et de ces conflits. Quelle est votre opinion à ce sujet? Yeah. How do you see that? Well, first, that's absolutely correct. If you look at the Eh bien, tout d'abord, c'est tout à fait exact. Vous savez, il y a un vieux film appelé Le Parrain et beaucoup de films de mafia qui parlent des chefs des 5 familles de New York. Cela faisait partie de la structure dirigeante de la mafia. C'est le Conseil de sécurité. Les chefs des 5 familles sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Vous remarquerez qu'il n'y a personne du monde arabe, personne d'Amérique latine et personne de tout le continent africain. Il n'inclut que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un mécanisme qui peut, comme le dit la Charte, maintenir la paix et la sécurité internationale. Bien au contraire. Prenons les États-Unis, par exemple. quite the contrary. You know, you take the United States, for example. In the eyes of most people in the world, the United States is the biggest. Aux yeux de la plupart des gens dans le monde, les États-Unis représentent la plus grande menace pour la paix et la sécurité internationale. Compte tenu de leur politique étrangère agressive et de leur recours non seulement à la guerre, mais aussi aux opérations secrètes, aux coups d'État, au changement de régime et à une succession d'agressions depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ils siègent là comme l'un des chefs des 5 grandes puissances, avec un droit de veto au Conseil de sécurité. On peut réformer le Conseil de sécurité en y ajoutant d'autres membres, et cela devrait effectivement être fait afin de le rendre plus représentatif. Mais la seule chose qui permettrait de résoudre les problèmes fondamentaux du Conseil serait de modifier la composition des membres permanents disposant du droit de veto. Certaines propositions visent à ajouter davantage de membres temporaires. Some of the proposals are will add more members, more temporary members. Other proposals will add more members. D'autres propositions viseraient à ajouter davantage de membres permanents, mais sans leur accorder le droit de veto. Eh bien, cela ne résoudra pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a 5 pays qui détiennent un pouvoir disproportionné, y compris le veto. Et voici le défi. Cela ne peut pas être modifié selon les règles de l'ONU, à moins que les 5 membres permanents ne soient tous d'accord. Et ils ne le seront pas. Ils ne vont pas abandonner cet atout qu'ils détiennent en géopolitique. Alors, que faire dans ce cas? Eh bien, il faut contourner le Conseil de sécurité. L'Assemblée générale est censée être l'organe, disons, législatif et démocratique des Nations unies. Et certains disent, oui, mais l'Assemblée générale n'a pas le pouvoir d'exécution du chapitre 7, et ainsi de suite. C'est vrai. Mais voyons ce que cela signifie en pratique. Cela signifie qu'il ne peut pas appliquer de sanctions, par exemple, mais qu'il peut en appeler à des sanctions. Et dès qu'il le fait, celles-ci deviennent des sanctions multilatérales auxquelles tous les pays peuvent adhérer et qu'ils peuvent mettre en œuvre individuellement et collectivement. Donc on ne peut pas l'imposer si la Micronésie ou la Bulgarie disent « Eh bien, nous n'allons pas appliquer les sanctions ». Très bien. Mais si vous parvenez à convaincre la plupart des pays de le faire, ces sanctions peuvent avoir l'effet que vous souhaitez, par exemple, contre Israël. Ainsi, ils n'ont pas besoin d'un pouvoir d'exécution pour appeler à des sanctions. Ils n'ont pas besoin d'un pouvoir d'exécution pour appeler à un embargo militaire. Ils n'ont pas besoin, vous savez, d'expulser un pays de l'ONU. Surtout un pays comme Israël, qui a violé tous les principes de l'ONU et d'innombrables résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, du Conseil des droits de l'homme, du Conseil économique et social, et j'en passe. C'est un pays qui a déclaré le secrétaire général persona non grata, qui a attaqué des complexes et des convois de l'ONU, qui a tué des centaines de membres du personnel de l'ONU et qui en a enlevé et torturé beaucoup d'autres. Et il se promène encore dans les couloirs de l'ONU avec des accréditations onusiennes, parce que les États-Unis ne leur permettront pas, par le biais du Conseil de sécurité, d'être exclus de l'ONU. Alors que faire? On s'adresse à l'Assemblée générale comme nous l'avons appris à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, où l'Assemblée générale a simplement trouvé un moyen de gérer la situation.
just created a way to deal with this. They said, we are not recognizing that Ils ont déclaré « Nous ne reconnaissons ni n'acceptons les accréditations de l'État d'Afrique du Sud de l'apartheid. » Ils pourraient faire la même chose avec l'État d'Israël et contribuer ainsi à isoler efficacement le régime et à exercer une véritable pression en faveur du changement sur cette base. L'Assemblée générale, pendant les années 1960 et 1970, a joué un rôle très important, comme je l'ai dit, dans les luttes anticoloniales et dans la lutte contre l'apartheid, par exemple. Parce que le Sud global, en tant que majorité, en tant que nouvelle majorité, s'est uni pour utiliser son pouvoir collectif au service, vous savez, du développement, de la paix et de la sécurité, des droits humains, de la décolonisation, de l'autodétermination, des valeurs de la Charte des Nations Unies, des valeurs des instruments onusiens relatifs aux droits humains. C'est ainsi que cela s'est passé. Et tout cela a été balayé avec le moment unipolaire qui a suivi l'implosion de l'Union soviétique, lorsque les États-Unis ont exercé un pouvoir géopolitique sans égal sur le reste du monde. Soudain, tout cela a été relégué à l'arrière-plan, et le Conseil de sécurité a été présenté comme la seule option. Ce n'est pas la seule option. Même aujourd'hui, l'Assemblée générale pourrait adopter une résolution dans le cadre de l'initiative « S'unir pour la paix » afin de mandater une force de protection pour la Palestine, imposer un embargo militaire et des sanctions, refuser les accréditations d'Israël, établir un mécanisme de responsabilité et réactiver les mécanismes anti-apartheid. Tout cela pourrait se produire à l'Assemblée générale. Nous n'avons pas besoin du Conseil de sécurité pour faire cela. Et je pense qu'à l'avenir, c'est ce qui devrait se produire. La majorité mondiale devrait affirmer son pouvoir, se relever face à l'Empire américain et commencer à faire preuve de respect et d'autodétermination, s'unir autour des buts et des principes de la Charte, et mettre fin à cette domination impériale de la géopolitique par un seul pays mu par des intérêts pécuniaires, militaires et économiques qui ne servent ni la paix, ni la sécurité, ni le développement, ni les droits humains. Merci beaucoup, Craig, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est une cette conversation. Passe un excellent moment, Jeff. Bye-bye. Thank you. Au revoir, merci.